Bonjour. Donc, moi, je suis Mélanie Beignet, je suis médecin et je m'occupe de l'unité transversale pour l'éducation du patient avec Claire Morin, qui est infirmière puéricultrice. Et donc, l'unité transversale pour l'éducation du patient, c'est l'UTEP. Et en fait, ça a pour mission d'accompagner les équipes hospitalières dans le développement de l'éducation thérapeutique du patient dans les équipes ETP. Moi, je suis Sylvie Montboussin, donc je ne sais plus comment me présenter parce qu'hier, dans un groupe, j'ai une grande réflexion sur patient partenaire, patient enseignant, patient formateur. Donc voilà, donc ce matin, j'ai décidé, je sais que je suis là et pourquoi je suis là, donc de lire une petite phrase qui m'est tombée dessus au hasard. Laissez le bonheur vous rattraper. Au lieu de courir après le bonheur, nous ferions mieux de ralentir pour lui laisser une chance de nous rattraper. Il va s'épuiser, sinon à la longue. Voilà, je pense que je suis là pour là, parce que ça fait sens pour moi. Et une autre petite réflexion, je sais que je pense sur les 10 minutes, j'ai trouvé que j'ai reçu beaucoup de bonheur depuis ces 2 jours. J'espère qu'il en a été autant pour au moins les patients partenaires. Je me suis dit, tiens, on prend beaucoup soin de nous, mais est-ce qu'on prend soin des soignants qui sont aussi présents là? Et si on existe en tant que patient partenaire, c'est aussi grâce aux soignants qui sont là. Donc voilà, peut-être pour le colloque numéro 4, c'est une réflexion à avoir aussi. C'est le moment où vous dites que vous n'êtes pas du tout à l'aise. Voilà. Ouais, c'est ça. Comme hier. Je ne suis pas très à l'aise sur les présentations qui sont déjà cadrées. Cadrées, voilà. J'aime pas le cadre au final, c'est ça. C'est bon, c'est pour ça. C'est clair. Ouais, c'est clair, pas le cadre. Donc c'est pour ça que c'est moi qui vais plutôt faire la présentation, mais on l'a élaborée ensemble. Voilà. Donc nous, on va vous raconter comment le partenariat s'est construit au sein de l'UTEP et comment on travaille ensemble pour accompagner les professionnels et les patients aidants à travailler ensemble dans les équipes d'éducation thérapeutique pour les autres patients. Donc ça a commencé par une belle rencontre. On voit bien que le partenariat, c'est d'abord une rencontre. On a beaucoup entendu ce mot pendant le colloque. En 2018, à l'occasion d'un travail en commun pour élaborer une formation en éducation thérapeutique en utilisant la simulation en santé et le débriefing en co-animation avec un patient partenaire. C'était assez innovant à l'époque et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça a continué 2018-2020 où Claire est rentrée dans la danse. On a continué beaucoup sur l'enseignement. En fait, notre partenariat, il s'est vraiment construit dans l'enseignement. On a co-animé et co-construit pas mal d'enseignements d'ETP à la faculté de médecine Rennes 1. On a co-animé une rencontre interprofessionnelle au CHU sur le partenariat patient en ETP. Et puis Claire et Sylvie ont co-animé des ateliers d'ETP lors d'un séjour en fait, pour les adolescents AFA Crohn RCH. Donc, on a planté une petite graine du partenariat qui a bien commencé à pousser. Et puis, 2020-2021, une nouvelle rencontre avec Émilie Taludec. Moi, j'avais rencontré, alors c'est pas elle que j'ai rencontrée en premier, c'est son conjoint lors d'une écoute. Et ensuite, voilà, j'ai rencontré Émilie à peu près en 2016. On a monté des projets ensemble. Et puis, j'ai rencontré Mélanie et Claire. Et donc, on a continué nos projets de formation en collaboration, co-animation avec la construction de 3 nouveaux ateliers en fait, en formation continue pour les professionnels du CHU. Et là, on a réussi à obtenir une rémunération des patientes enseignantes, donc pas super élevée, mais comme les intervenants extérieurs en fait, auprès de la formation continue. Et puis, pendant ce temps-là, on a commencé à accompagner le partenariat patient en ETP auprès des équipes avec une sensibilisation systématique. L'ouverture de la formation 40 heures, parce qu'en ETP, il faut que tout le monde ait une formation 40 heures. Donc, on a ouvert notre formation 40 heures institutionnelle pour 2 patients aidants par session. On a continué à animer les formations, parce qu'on trouve vraiment que c'est un levier de sensibilisation, le fait qu'il y ait un patient enseignant pendant les formations auprès des professionnels. On a ouvert la commission institutionnelle ETP du CHU aux patients experts, associations de patients et représentants usagers. Et puis, on a fait des enquêtes régulières qui ont montré que, autant en 2018, il n'y avait que 2 patients identifiés comme possiblement partenaires. Alors voilà, les niveaux n'étaient pas très clairs, mais la question c'était, est-ce que vous avez identifié des patients avec qui vous avez envie de travailler en ETP? Est-ce qu'eux aussi ont manifesté leur envie de travailler avec vous? Voilà, c'était déjà le début. Et puis en 2021, il y en avait quand même 19, donc il y avait quand même une belle dynamique qui avait pris. Et donc, on a fait des réunions avec les coordos, puis après une réunion avec les patients identifiés par les équipes qui ont répondu favorablement à notre invitation pour savoir un petit peu quelles étaient leurs attentes et leurs besoins pour avancer dans ce partenariat. Donc, on a vraiment observé une forte dynamique et motivation des 2 côtés, mais des questions qui restaient quand même, qui freinaient un petit peu l'avancée,
à savoir en pratique quand et comment ils interviennent, quelle est leur place, comment concrètement démarrer, la notion de statut, le dédommagement, la place des mineurs, quel patient, quel aidant. Voilà, il faut choisir, ou en tant que patient aidant, est-ce que je suis pertinent pour tout, etc. Quelle formation, de quelle formation ils ont besoin, est-ce que toutes les pathologies peuvent être concernées. Donc là, on s'est dit, il y a vraiment besoin de structurer l'accompagnement des équipes et des patients pour essayer d'avancer et lever les freins. Donc beaucoup d'échanges réguliers et constructifs entre nous quatre sur les divers aspects du partenariat, et pas que, bien sûr, hein, et avec les patientes qui étaient bénévoles. Avec donc voilà, ce qui a arrosé notre arbre du partenariat, adaptabilité, respect, écoute, convivialité, hein, beaucoup de convivialité, café, apéro, et très bons moments, et beaucoup de co-construction. Et puis dans le même temps, en fait, depuis 2020, il y a un groupe de travail régional porté par l'IREPS, Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, sur la région Bretagne, avec des professionnels, des représentants d'usagers, des associations de patients, des patients partenaires, et qui a travaillé sur cette notion de partenariat en ETP, donc avec beaucoup de réflexion et la production d'un certain nombre d'outils, alors des guiches ou des flyers, comme vous voulez, qui sont déjà mis à disposition hein, sur le site de l'IREPS, en V1, on va dire, hein, puisque l'idée ensuite, c'est que l'ARS a identifié 2 lieux d'expérimentation régionale, dont le CHU, pour pouvoir tester ces outils et puis plus généralement mettre en œuvre cet accompagnement, puis tracer un peu ce qui se passe pour identifier les leviers et les freins dans les équipes et auprès des patients. Et ils ont aussi débloqué une enveloppe, pourquoi j'ai toujours petit, une enveloppe financière pour défrayer les patients, voire les rémunérer en fonction de leurs demandes et des possibilités aussi qu'on nous octroie institutionnellement pour y revenir. Donc, ça a été un coup de pouce vraiment pour nous, pour structurer cet accompagnement, avec 5 axes, toujours réfléchis et animés, le plus possible, en tout cas en partenariat avec Émilie et Sylvie. Promotion du partenariat, rencontre et mise en lien entre les patients aidants et les professionnels, accompagnement de la démarche sur le terrain auprès des équipes, accompagnement des patients et formalisation, sécurisation. Alors, je ne sais pas quel temps il y a, je peux approfondir un petit peu? Oui, 3 minutes. Ok. Promotion du partenariat, donc toujours la sensibilisation des équipes, l'ouverture aux patients aidants partenaires des ateliers de formation, donc les 4 ateliers qu'on avait créés pour les professionnels, on les ouvre aux patients partenaires. Les temps d'échange de pratiques que Claire notamment anime avec toujours Émilie et Sylvie, qui étaient plutôt pour les professionnels. Maintenant, on propose aussi aux patients partenaires d'y participer, donc de façon mélangée, hein. Beaucoup de communication institutionnelle sur le partenariat, la proposition aux patients aidants partenaires de contribuer à différents projets de l'unité, notamment la création d'un flyer sur l'institution pour présenter les programmes. Et à partir de ce mois-ci, on va diffuser le flyer élaboré par le groupe régional pour expliquer ce que c'est à mettre dans les salles d'attente ou à disposition des professionnels pour entrer en contact avec des patients, pour avoir aussi parfois les mots pour discuter de ce qu'est le partenariat patient. Et puis la mise à disposition d'informations sur notre site intranet. Rencontre et mise en lien, à chaque fois qu'il y a des patients aidants qui nous contactent, on fait un entretien avec eux, une petite fiche individuelle pour mieux les connaître, mieux se connaître, identifier leurs envies, leurs besoins, les orienter vers des formations adaptées en fonction de là où ils en sont dans leur projet, leur présenter comment on peut les accompagner. Et puis on met en lien avec les équipes si on a identifié de l'autre côté des gens avec lesquels ça pouvait matcher. Au sein des équipes, donc là, on va tester aussi un autre outil régional qui est un guide pratique pour accompagner étape par étape les patients et les professionnels, dans lequel il y a un outil d'aide à la réflexion. Donc ça, c'est intéressant parce que chacun peut prendre le temps de s'interroger sur ce qu'il a envie de faire, ses représentations, ses freins. Et après, c'est comment est-ce qu'on met ça en commun et on essaye de mettre en place un cadre partagé. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse aussi accompagner ces rencontres entre professionnels et aidants, parce que ce n'est pas toujours facile en fonction des demandes, quoi. L'accompagnement des patients, là, l'idée, c'est de les coucouner un peu. On a beaucoup entendu parler de solitude, hein, parfois des patients partenaires, d'interrogation, etc. Donc là, alors, après, on a entendu le terme supervision. Donc, ce n'est pas une supervision extérieure, voilà, mais l'idée, c'est un peu un coaching, un marrainage, un parrainage avec les professionnels, mais aussi, bien sûr, les patients partenaires et peut-être surtout. L'envoi des newsletters qu'on fait pour les professionnels, on considère que les patients partenaires sont dans l'équipe, donc on va leur envoyer aussi une newsletter. Et puis, il y a des temps d'échange aussi uniquement entre patients qui ont été demandés. Enfin, ça démarre tout ça, je dis c'est une généralité, non, ça démarre. Qui ont été demandés par les patients aussi pour avoir un temps un petit peu d'identité commune, voilà, de création un petit peu de tout ça.
On va leur mettre à disposition un journal de bord aussi pour tracer leurs activités, leurs difficultés, enfin tracer tout ça, les points, les leviers, les choses qui leur ont plu ou pas. Et puis enfin, formalisation, sécurisation. On a travaillé avec la direction qualité relations usagers et le pôle santé publique du CHU pour essayer de mettre en place une convention, et tout un processus de défraiement, au moins. Donc ça, c'est l'UTEP qui va centraliser cette activité. On va recevoir tout pour décharger les équipes un peu. On va recevoir tous les patients, ou en tout cas les contacter et leur présenter tout ça, pour enrichir aussi encore un autre guide régional donc, à tester. Et puis donc l'idée, c'est aussi de faire au moins un bilan des demandes de rémunération et de voir ce qui serait possible de mettre en place et voir après si on peut les rémunérer. À la fois du coup des patientes partenaires de l'UTEP et des patients qui sont dans... Beaucoup de communication sur le projet et une évaluation qui est prévue par l'IREPS et l'ARS Bretagne. Et voilà. Merci. Bravo! Merci pour cette belle métaphore jardinante. Alors, je vais me modifier. Est-ce que les guides sont accessibles et ouverts à tous? Alors, les guides du groupe régional sont accessibles aujourd'hui sur le site de l'IREPS Bretagne et vous avez un QR code, un QR code au niveau d'un poster qui est à l'étage, au premier étage, ou en bas. Ça a été changé. Voilà, mais sinon, vous l'avez sur le site. Par contre, c'est vrai que nous, on s'est approprié en fait ces éléments. On les a un peu remaniés aussi avec les patientes. On l'a adapté un peu à notre contexte. Donc, on va tester aussi cette V2, on va dire. Et on pourra évidemment les mettre... vraiment, le groupe régional, il est très ouvert en termes pour rendre accessible. Donc, les V1, on va dire, des guides sont en ligne. Mais l'idée, c'est de les tester et de voir comment est-ce qu'on peut les faire évoluer. Donc, bien sûr, à chaque fois, ce sera enrichi. Ok, il y a Magali qui est ravie de votre présentation. Merci pour votre retour d'expérience très intéressant. Question de la salle. Ouh là là, une forêt de mains levées. On va commencer là et là-bas. Sandrine de Montgolfier, Université Aix-Marseille. J'ai une question. La présentation était sur l'ETP. Oui. Vous employez le mot favoriser le partenariat. Est-ce que de fait, vous avez des ambitions plus larges que simplement l'ETP et donc développer aussi le partenariat dans d'autres domaines que l'ETP précisément? Voilà. Alors, en fait, l'UTEP, nos missions, c'est dans l'ETP. Alors après, moi, j'ai une approche un peu éducation en santé plus large. Donc, s'il y a des choses en éducation en santé, je pense qu'on pourrait... Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est le fait d'avoir travaillé avec la direction qualité relations usagers d'emblée. On n'était pas obligé, dans le cadre de cette expérimentation, on pouvait rester au niveau du TEP ou du pôle santé publique. On a souhaité travailler directement avec la DQRU, qui a un chargé de mission sur le partenariat patient. Et donc, le service, globalement, le service santé publique, contribue à la structuration du partenariat patient sur l'établissement avec la direction qualité relations usagers. Donc, après, ça dépend des missions de chacun. Moi, je suis plutôt sur le TP, mais bien sûr, on voit bien que c'est quand même un terreau fertile pour travailler partenariat patient. C'est pour ça que c'est partie de l'ADN de l'ETP. Donc, on espère que ça va aider aussi à accompagner ce mouvement. Et je trouve que les questions qu'on se pose au sein du TEP, c'est toujours les mêmes, en fait. On va se poser au sein de la faculté. Ou des organisations de soins. Comment la rémunération. Oui, tout en fait. L'assurance, le statut, tout ça, je pense que c'est une question. Ok. Nicolas Boucher, coordinateur du département de santé publique santé de Laval. J'avais une remarque et une question avant que c'était un merci pour tout ça. Sur le message que vous avez passé au début de prendre soin des soignants et de bonheur aussi, c'est plaisir à entendre. Merci à vous. Et ma question, c'est de savoir, j'ai entendu beaucoup de communication de CHU sur la nouvelle partenariat, etc. Est-ce que vous auriez un conseil ou une recommandation pour un CH où on a forcément toutes ces UTEP, toutes ces organisations-là, toutes ces facilités de mise en place là, pour commencer à faire on a entendu que c'était partie d'une rencontre, mais parfois la rencontre c'était là aussi la provoquer ou donner envie en tout cas. Est-ce que vous auriez un conseil pour démarrer alors, dans les équipes elles-mêmes ou de manière générale sur l'institution? Coordination de TP, pour mettre du partenariat et la coordination de TP. Alors là, j'ai parlé que du CHU, mais en fait, l'UTEP a une mission sur le GHT, sur le groupement hospitalier du territoire. Donc peut-être déjà, c'est regarder s'il n'y a pas une structure sur votre territoire. C'est nous, GHT. Ouais, voilà. C'est la Mayenne, hein.
En fait, un conseil, c'est vrai que nous, on encourage plutôt effectivement la rencontre. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on rencontre quelqu'un, ça match, on a envie d'avancer ensemble, etc. Après, si vous n'avez pas du tout, c'est-à-dire que vous n'avez aucune connaissance de patients éventuellement avec qui vous auriez envie de travailler. En fait, nous, en tant que département de santé publique, on y accepte pas. C'est-à-dire qu'il y a des ETP, diabéto, cardio, etc. Mais il n'y a pas de volonté de se fédérer entre eux, en fait. Et nous, on a la volonté. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unité qui coordonne ça. Voilà, on a la volonté de la créer, en fait, on est en cours de création. On est en cours et du coup, on trouve, on sait, les médecins relais, mais j'aimerais bien, on va pas faire par les médecins relais, mais pas faire par des patients. Partenaires relais qui serait un autre levier pour nous. Et dans les équipes d'ETP, est-ce qu'il n'y a pas du tout de partenariat patient? Aujourd'hui, non. Ou alors il y en a, mais vous ne le savez pas. Donc peut-être la première, peut-être que la première étape, c'est d'interroger les équipes, en fait, savoir s'ils travaillent en fait avec des patients, ils appellent peut-être pas comme ça. Voilà, et il y a peut-être quelque chose, parce qu'en fait, voilà, nous, on est là pour essayer de mettre en lien, de faire émerger, de faire connaître, mais il y a des choses quand même qui se passent dans les équipes, on voit bien d'ailleurs, il y en a partout. Peut-être la première étape, c'est de démarrer par ça, c'est-à-dire essayer d'interroger les équipes de TP, en l'occurrence, mais peut-être pas que, hein, parce que peut-être vous pouvez interroger globalement sur votre institution s'il y a des équipes qui travaillent ensemble, qui travaillent avec des patients ou des aidants, au niveau de l'organisation des soins ou dans les soins, etc., et identifier là où ça s'allume, et peut-être démarrer avec ce groupe et commencer à co-construire quelque chose au niveau de l'institution. Je passerai peut-être ce conseil-là, parce que du coup, moi, je trouve ça intéressant de s'appuyer quand même sur des dynamiques existantes, parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on va chercher un pool quelque part, parce qu'il y en a. Vous allez, par exemple, bon là, c'est IREPS Bretagne, mais il y a un certain nombre de patients qui se sont inscrits, hein, notamment qui se sont formés en ETP. Au niveau des associations de patients, vous avez aussi probablement un pool. Donc, c'est une façon de faire. Vous pouvez prendre votre téléphone, etc. Bon, nous, on est plus quand même sur… voilà, il y a quand même quelque chose une rencontre, un petit quelque chose quand même de partenariat ou au moins d'échange. Et comment est-ce qu'on s'appuie là-dessus et qu'on le fait grandir. Probablement, les deux sont complémentaires, mais moi, je partirais quand même plutôt là-dessus. C'est une façon aussi d'emmener plus facilement les équipes, puisque ça va venir des équipes. Alors, juste avant, Maggie, tu voulais réagir? Oui, parce que au-delà de questionner les équipes, chez moi, je questionnerais aussi toutes les commissions des usagers, les oui, voilà. Ouais. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer sur la solution du partenariat, donc ça peut être intéressant. Oui. C'est encore, effectivement, vous avez raison, c'est un axe important à prendre. C'est aussi le côté, dans le TP, sur le TP, par rapport à la question de sur le partenariat, je pense que c'est aussi un bon support parce que c'est souvent accepté et connu. Le TP, on a un moyen d'agir pour aller un peu plus loin. Oui, je pense que c'est vraiment un bon point de départ. C'est un vivier identifié de savoir expérientiel. Maggie. Oui, moi je voulais savoir si dans votre tête, vous aviez réfléchi à construire des ateliers animés uniquement par des patients partenaires. Alors, ça encore une fois, c'est chacun sa position. Hein. Sylvie, peut-être je te laisse. Moi, je trouve que c'est toujours la complémentarité qui est riche. Donc, moi, j'aime bien co-animer avec un professionnel de santé. Après, la question va se poser peut-être sur quand il n'y a que des patients partenaires. Du coup, là, on pourrait co-animer qu'Émilie et moi. Là, je trouverais ça juste parce qu'on est entre pairs. Mais à partir du moment où il y a des soignants, pour moi, c'est la richesse. Le TP, c'est les deux ensemble. Je vous disais parce que nous, en Occitanie, on a un programme ARS Occitanie d'éducation thérapeutique et on a monté avec notre patient partenaire un atelier. Et je vous assure que c'est super, mais les patientes, elles adorent. Il y a une sororité qui se crée, on parle de tout, elles se lâchent. Et on a eu du mal parce qu'au départ, les psys, les médecins disaient « mais non, il faut toujours qu'il y ait un soignant, etc. » Et puis, ce sont les soignants qui disaient « les psys ne seront pas d'accord » et ce sont les psychologues qui nous ont dit « mais non, c'est super ». Faites ça, nous on n'est pas là pour gérer des émotions, on est là pour les faire ressortir et on renvoie les patientes qui ont, voilà. Et moi j'adore cet atelier que je co-anime avec notre patient partenaire et je trouve que c'est, voilà, j'aimerais impulser l'idée dans les autres régions. Mais après, quand on est tout seul. C'est ça en fait. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ma position, c'est de dire que l'ETP sans patient partenaire, c'est pas de l'ETP. Je suis d'accord. Donc, il faut absolument un soignant et un patient partenaire. Dans ma représentation d'éducation thérapeutique. Tout à fait d'accord. Donc, j'ai pas envie justement de faire de l'ETP qu'avec des patients partenaires. Ouais. Parce que je trouve que je serais pas
cohérente avec ce Tout que dépend, je dis. Voilà. Tout dépend le but de l'atelier. Il y a une réaction à ça, j'imagine. Juste, moi, à mon niveau, je suis à l'hôpital Bichat, tout le programme est co-construit avec les professionnels de santé, tous les ateliers sont co-construits, mais il y a 2 ateliers que j'anime toute seule, qui ont été co-construits en amont avec les professionnels de santé, et je suis la seule patiente partenaire avec les patients du service qu'on accompagne, et c'est vrai que c'est pas la même chose qui se passe. En fait, on n'a pas, enfin nous, là quand vous avez posé cette question, je pensais que c'était au niveau des ateliers de formation, vous voyez, comme chacun. Non, Après, les équipes sont libres de faire, je pense qu'on ne leur dira pas, voilà, c'est bien, c'est pas bien, enfin je veux dire, il n'y a pas… Mais effectivement, pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas encore là, nous, au niveau des équipes, mais je ne suis pas opposée, voilà, mais c'est… Nous, on a co-construit avec les soignants. Oui, bien sûr, non, mais je comprends bien. Oui, mais de la même manière que des professionnels professionnels peuvent parfois animer tout seuls, on peut imaginer que des patients partenaires formés animent tout seuls. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'était pas dans cette approche. Après, moi, je trouve que le professionnel de santé, il n'empêche pas la parole si tout est bien ouvert. C'est pas la même chose. Je vous assure, c'est pas la même chose. Ah bah moi, oui, je co-anime avec des professionnels de santé et avec une patiente partenaire, et je vois bien la différence de libération de parole qui est différente. Et après, si je vais un tout petit peu plus loin, je me dis attention, parce qu'on n'est pas là en tant que patient partenaire, en plus c'est du bénévolat, enfin pour moi, ce qui est éducation thérapeutique, donc on n'est pas là pour remplacer les soignants. Et voilà, non mais c'est une question que je me pose, du coup, avec la pénurie de soignants, où c'est souvent le TP qui est mis de côté parce qu'il manque des soignants dans les structures. Donc voilà, attention, enfin moi j'aurais cette vigilance personnelle. Alors, on va pas continuer, mais vous pourrez à la machine à café derrière. Il y a des questions sur le chat avant les questions là-bas. Il y avait la mention de la CDE. Alors juste, est-ce qu'on peut remonter un peu? Les présentations, elles sont mises en… Parce que c'est une question, j'imagine qu'elles sont disponibles. Ouais, voilà, ok. Bon, là, c'est sur le débat, donc désolé Laure-Hélène, vous ne pourrez pas en parler au café, mais bon, voilà. En fait, il existe déjà le flyer, il est sur le site. Je le montre. Vous flashez le QR code et ça vous donne accès au Géniali où il y a tous les documents régionaux qu'on a travaillés. Monsieur, allez-y, présentez-vous. Un peu plus fort, pardonnez-moi. Emmanuel Génaro, je suis supérieur à la direction de soins de l'ECL et je parlais du protection. Je trouve que c'est intéressant, on a du mal de pouvoir accompagner les soignants dans le partenariat et le fait de les intégrer dans les ateliers, ça permet aussi de participer, de s'investir et de faire partie de ce partenariat. Si on exclut, pour moi, il y a une frustration, c'est pas aller au bout de ce que j'ai envie de faire avec les partenaires. Je trouve que c'est bien. Si on exclut les soignants, vous voulez dire des ateliers, c'est ça? Oui. Maggie a lancé le débat. On n'exclut pas. En fait, le but, c'est le patient. Hein, c'est l'intérêt pour le patient qui est à l'atelier. Donc, ce n'est pas une histoire d'un exclu ou d'un exclu pas, c'est une histoire de qui est le plus bénéfique pour le patient. Et je pense que ce type d'atelier est bénéfique pour certains patients, c'est tout. Peut-être que ça se décide dans la recherche des besoins. Voilà, ça se discute. Alors, pour le chat qui disait que ce n'était pas assez fort, c'était juste une remarque sur le point de Maggie de la réunion entre patients partenaires sans soignants. Donc, voilà, c'était juste la poursuite du débat contre lequel j'essaye de lutter, parce qu'en fait, on va faire la séance là-dessus. C'est une question à part entière, c'est un atelier à part entière. Alexis, sans lancer le débat, mais une question. Oui, c'est comme qu'on dit, je ne veux pas être méchant, en fait, on l'est. Moi, je trouve que la question qu'il faut poser, et je voulais vraiment vous poser la question, c'est de se dire, ça pose aussi la question de je recrute quel patient pour animer quel type de TP. Oui, et je voulais savoir comment vous vous êtes positionné, parce que vous parlez que vous êtes patient de partenaire, mais vous n'avez pas besoin de le faire sans, mais vous n'avez pas cité de quelle pathologie vous venez, de quelle est votre expérience, etc. Est-ce que pour faire de l'ETP au niveau UTEP, du coup, c'est important pour vous de ne pas vous cibler sur tel outil de pathologie, ou est-ce que vous recrutez des patients qui vont plutôt avoir des liens avec des pathologies qui vont faire de l'ETP? Patient partenaire là-dessus. Alors moi j'ai l'avantage d'en avoir 2 pathologies, ça c'est bien, et je vois bien que je n'ai pas besoin d'avoir telle ou telle pathologie pour animer un atelier,
parce que je vais aller co-animer des ateliers sur les compétences psychosociales et que la connaissance sur les maladies que je connais, mais beaucoup moins bien que les soignants, enfin j'ai une autre connaissance, c'est une autre connaissance, mais la connaissance scientifique, je ne l'ai pas, c'est les soignants. Donc, moi, je peux aller animer sur n'importe quelle pathologie parce que du coup, le savoir du coup, technique, du coup, l'atelier va être co-animé par un médecin, un pharmacien qui aura ces connaissances-là. J'ai pas besoin de savoir. Au niveau UTEP, de plutôt décaler, décentrer, d'aller sur des... Alors, l'UTEP, nous, on n'anime pas d'atelier ETP. Non, nous, on n'anime pas d'atelier ETP. On accompagne les équipes à faire des ateliers ETP. Donc après, c'est pareil, on n'a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme, vous voyez bien. Donc c'est comment chacun se sent à l'aise, en fait, aussi. Il y a des patients, souvent, ils commencent par vouloir aller plutôt sur leur pathologie, puis après, ils se rendent compte d'eux-mêmes qu'en fait, ils peuvent animer effectivement des choses qui ne sont pas forcément en lien avec leur pathologie. Allez, dernière question de 2 secondes, parce qu'il y a 5 minutes de trop. J'ajoute juste, je me permets, pour avoir été formée par Sylvie, c'est exceptionnel que cette question arrive, je trouve, à Sylvie Mauboussin, qui, me semble-t-il, en tout cas j'ai été témoin, et que tu avais ça en toi, de cette de dépasser au-delà de la pathologie et d'accompagner particulièrement les vulnérabilités. Je voudrais juste dire quelque chose. Allez, le mot de la fin. Ce qui me paraît peut-être encore plus important d'avoir des ateliers avec des patients que des patients partenaires, mais c'est surtout ce qui est important, et je l'ai déjà vécu, c'est faire de l'ETP hors des murs. Hors des murs et sur des... Voilà, on a eu la chance à Saint-Malo d'en faire sur un bateau. C'est génial. Voilà. Et je pense que ça, c'est super. Et avec les soignants. Allez, on les applaudit encore une fois. Et on passe à la